Imaginez la scène. Un homme se tient debout, micro en main, à côté du président des États-Unis, et prononce une phrase qui devrait normalement rester dans les cercles fermés de la diplomatie économique, pas devant les caméras du monde entier. 500%. Une taxe de 500% sur le pétrole russe acheté par la Chine. Ce n'est pas une négociation, c'est une déclaration de guerre déguisée en politique commerciale. Et en quelques heures à peine, l'or a bondi de plus de 400 $ l'once. Pas en une semaine, pas en un mois. En quelques heures. Quand un métal vieux de 5000 ans réagit plus vite qu'un marché d'échange moderne, c'est que quelque chose de profondément anormal est en train de se produire sous la surface. Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain, vient de lancer ce qui ressemble de plus en plus à une opération à haut risque, presque un pari existentiel sur la crédibilité même du système financier occidental. Et Pékin n'a pas mis longtemps à répondre. La riposte n'est pas venue sous forme de discours enflammés, ni de sanctions spectaculaires. Elle est venue silencieusement, par un simple ajustement administratif, le resserrement des licences d'exportation de terres rares. Un geste bureaucratique, presque invisible pour le grand public, mais capable de paralyser l'industrie de défense américaine, ses usines de semi-conducteurs, ses chaînes de production de véhicules électriques. Parce qu'il y a un détail que Washington semble avoir sous-estimé pendant des années. La Chine ne se contente pas d'extraire des terres rares. Elle en raffine environ 90% de la production mondiale. Même la Malaisie et le Myanmar, souvent cités comme alternatives, dépendent entièrement de la technologie de raffinage chinoise. Autrement dit, il n'existe pas vraiment de plan B. Pas dans l'immédiat. Peut-être pas avant des années. Et c'est précisément là que l'histoire cesse d'être une simple querelle commerciale pour devenir quelque chose de bien plus vaste, presque vertigineux. Parce que si Pékin décide de fermer légèrement le robinet, les chaînes d'approvisionnement occidentales dans les technologies vertes et la défense pourraient se gripper en quelques semaines seulement. Pas en quelques années, en quelques semaines. Bessent, lui, durcit le ton. Il parle désormais d'un affrontement entre la Chine et le reste du monde. Une formule choc, reprise en boucle sur les plateaux financiers américains. Mais la logique derrière cette phrase pose un problème évident. Si des droits de douane élevés ralentissent déjà l'économie mondiale, alors un prélèvement de 500% ne la ralentit pas. Il risque de la faire exploser. Et à l'intérieur même de Washington, certains fonctionnaires commencent à chuchoter leurs inquiétudes sur les dégâts collatéraux. Les fabricants de semi-conducteurs alertent sur une explosion des coûts de production. Les constructeurs automobiles préviennent que la production de batteries pour véhicules électriques pourrait chuter de 20%. 20%. Ce n'est pas un ajustement mineur, c'est un séisme industriel. Pourtant, Bessent insiste. Il affirme que les alliés vont tenir bon, qu'il existe une coalition mondiale contre ce qu'il appelle la coercition chinoise. Mais cette coalition, en y regardant de plus près, ressemble davantage à un château de cartes qu'à un front uni. L'Allemagne dépend des terres rares raffinées chinoises à hauteur de 91%, le Royaume-Uni 89%, le Japon 58%. Pour ces économies, rompre avec Pékin ne signifie pas simplement changer de fournisseur, cela signifie fermer leurs propres usines. Un haut responsable européen du commerce confie, sous couvert d'anonymat, que Bruxelles évalue actuellement des réponses proportionnées. En langage diplomatique, cela veut dire une chose très simple. On hésite, on tergiverse, on ne veut surtout pas s'engager. Et puis, il y a l'Inde. New Delhi continue d'importer du pétrole russe à prix cassé pour contenir son inflation intérieure. Demander à l'Inde de rejoindre un embargo reviendrait à faire grimper les prix du carburant de 12% du jour au lendemain, selon les estimations basées sur l'élasticité des importations énergétiques calculées par le FMI. Autrement dit, la coalition que Bessent tente de bâtir repose en grande partie sur des pays qui profitent directement du commerce, même qu'ils cherchent à interrompre. C'est presque ironique, si ce n'était pas aussi dangereux. La contradiction s'épaissit encore lorsque Trump lui-même intervient publiquement, affirmant devant les journalistes que l'Inde aurait promis de cesser ses achats de pétrole russe. Mais aucune déclaration indienne ne vient confirmer ces propos, et les chiffres douaniers, eux, racontent une toute autre histoire. Les importations russes vers l'Inde atteignent 1 700 000 barils par jour en novembre, contre 1 500 000 le mois précédent. Une hausse, pas une baisse. Moscou vend son brut avec une décote de 2 $ par rapport au Brent, un prix bien trop attractif pour être ignoré. Et plus le pétrole reste bon marché, plus le levier de pression de Washington s'affaiblit. Pendant ce temps, à New York, les marchés s'ouvrent sur un spectacle presque irréel. L'or franchit la barre des 4 200 $ l'once, un record absolu. Les analystes de JP Morgan Chase révèlent que les investisseurs restent encore largement sous-exposés à l'or,
avec seulement 2,4% de leur portefeuille alloué au métal jaune. Ce qui implique, logiquement, qu'il reste encore une marge de hausse considérable. Et quelques heures plus tard, Jamie Dimon, le patron le plus prudent de Wall Street, celui qui a passé des années à se montrer sceptique envers l'or, brise soudainement sa posture habituelle. Il déclare, presque avec fatalisme, que dans l'environnement actuel, un objectif entre 5 000 et 10 000 dollars n'a rien d'irrationnel. Venant de lui, cette phrase n'est pas anodine, c'est un signal sismique. Faisons une pause un instant, parce que franchement, ce n'était pas censé arriver maintenant. L'or devait rester la couverture de dernier recul, pas la une des journaux financiers. Et pourtant, sa flambée reflète quelque chose de bien plus profond qu'une simple spéculation, une méfiance grandissante envers les actifs papiers eux-mêmes. La dette fédérale américaine dépasse désormais les 36 000 milliards de dollars, selon le rapport du Trésor publié en septembre. Chaque nouvelle escalade, chaque nouvelle sanction, chaque nouvelle menace ajoute une couche supplémentaire d'incertitude. Les investisseurs ne cherchent plus vraiment du rendement. Ils fuient le risque politique lui-même. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment derrière ces chiffres qui s'affolent, abonnez-vous et laissez un like, parce que la suite révèle des mécanismes que très peu de gens voient venir. De retour à Washington, Bessant affronte à nouveau la presse. Interrogé sur le caractère réel ou symbolique de cette taxe de 500%, il répond que 85 sénateurs seraient prêts à l'autoriser. Sur le papier, ce chiffre paraît écrasant. Dans la pratique, c'est un ultimatum sans véritable chemin d'exécution. Toute application concrète nécessiterait une coordination avec l'Union européenne et le Japon pour éviter de violer les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et honnêtement, aucun plan de ce genre n'existe à ce jour. Pendant que Washington brandit des menaces, la Chine et la Russie resserrent discrètement leurs liens. Leurs échanges énergétiques se règlent de plus en plus en yuan, de moins en moins en dollars. Selon certaines estimations, plus de la moitié du commerce bilatéral entre les deux pays contourne désormais entièrement le système SWIFT. À l'intérieur du ministère chinois des Finances, certains responsables y voient une forme de justification, presque de revanche. Plus Washington instrumentalise les droits de douane comme arme géopolitique, plus il pousse ses adversaires à construire des systèmes parallèles, hors de portée du dollar. Les paiements transfrontaliers en yuan progressent de 22% sur un an. Et même l'Arabie Saoudite, pilier historique du pétrodollar depuis les années 70, aurait réalisé des ventes pilotes de pétrole libellées en yuan. Si cette information se confirme pleinement, elle marquerait un tournant symbolique majeur, presque une fissure dans l'un des piliers les plus anciens de la puissance monétaire américaine. L'Europe, elle, observe tout cela avec une nervosité grandissante. Les réserves de gaz naturel restent correctes pour l'instant, mais la demande industrielle s'effondre. Si la pénurie de terres rares venait à étouffer la production manufacturière, la reprise économique déjà fragile du continent pourrait tout simplement s'arrêter net. La Banque centrale européenne, dans son rapport de stabilité de novembre, avertit que la fragmentation des matières premières stratégiques pourrait réduire la croissance potentielle du PIB de 0,4 points de pourcentage chaque année. Un chiffre qui semble minuscule, jusqu'à ce qu'on l'applique aux 16 000 milliards d'euros de production économique européenne. Cela représente environ 64 milliards d'euros perdus chaque année, silencieusement. Alors qu'en baissant appel à la solidarité, les décideurs européens, eux, entendent surtout le mot récession. À Tokyo, les responsables politiques débattent en coulisses de la position à adopter. Le Japon importe 80% de ses terres rares directement depuis la Chine. Remplacer ces importations par des sources australiennes prendrait environ 5 ans et triplerait les coûts de production. Un conseiller senior du parti au pouvoir confie, hors micro officiel, que le Japon ne peut pas sacrifier sa sécurité économique pour une simple unité symbolique avec Washington. Cette phrase, presque anodine en apparence, résume à elle seule tout le problème structurel de cette coalition improvisée. Chaque membre calcule son propre risque, individuellement, et ces calculs ne s'alignent presque jamais. Et pendant que Washington continue de parler de taxes douanières, Pékin, de son côté, parle de technologie. En octobre, la Chine a dévoilé un fonds public dédié aux semi-conducteurs, doté de 47 milliards de dollars. L'objectif affiché est clair, atteindre une substitution domestique complète d'ici 5 ans pour les composants critiques autrefois importés des États-Unis et de Taïwan. Si ce plan aboutit, les conséquences dépassent largement le seul secteur des puces électroniques. Cela signifierait que la Chine pourrait un jour exporter des technologies entièrement finies, sans le moindre composant occidental. Et si ce scénario se réalise, alors les droits de douane américains, aussi impressionnants soient-ils sur le papier, ne seraient plus qu'un frein temporaire, condamné à l'inefficacité sur le long terme.
Pendant ce temps, à New York, les traders observent deux graphiques simultanément, celui de l'or et celui de l'indice du dollar. Historiquement, ces deux courbes évoluent en sens inverse, mais cette fois, elles montent ensemble. Cette anomalie suggère quelque chose de troublant. Les capitaux ne fuient pas véritablement les États-Unis, ils se couvrent à l'intérieur même du système américain. Selon l'enquête du FMI sur la composition des réserves mondiales, la part du dollar tombe à 57%, son niveau le plus bas depuis 1995, mais reste malgré tout dominante. Alors la dédollarisation est bien réelle, mais elle reste incrémentale, progressive, pas révolutionnaire. Pourtant, les marchés la valorisent déjà comme si un effondrement était imminent. Et c'est précisément dans cet écart, entre la perception et la probabilité réelle, que se loge toute la volatilité actuelle. Les données énergétiques viennent alimenter cette anxiété ambiante. Selon le rapport d'octobre de l'Agence internationale de l'énergie, les exportations russes de pétrole vers l'Asie sont revenues à des niveaux proches d'avant les sanctions, environ 6,9 millions de barils par jour. Si Washington venait à sanctionner directement les acheteurs chinois, ces mêmes barils continueraient simplement de circuler, mais via l'Inde ou la Malaisie, sous des pavillons différents. C'est ce que certains observateurs appellent déjà le commerce fantôme. Plus les États-Unis resserrent les règles, plus le marché devient opaque, invisible, insaisissable. Besant le sait probablement mieux que quiconque. Mais dans le jeu politique actuel, une menace peut être utile, même si elle reste inapplicable dans les faits. Vers la mi-mois, l'indice S&P 500 chute de 4%, tandis que l'or gagne 9% supplémentaires. Les résultats trimestriels des entreprises commencent à mentionner le risque tarifaire aux côtés des dépenses en intelligence artificielle. Le directeur financier d'Apple évoque, avec des mots choisis avec précaution, des retards possibles sur certains composants chinois pouvant affecter modestement les volumes de production. Le langage reste mesuré, mais le message, lui, est limpide. Le front commercial est de retour, et chaque nouvelle mention pousse un peu plus de capitaux vers les actifs tangibles. Une enquête bancaire de novembre révèle le basculement vers les matières premières le plus important depuis 2020. Certains analystes commencent pourtant à alerter sur un risque de boucle de rétroaction dangereuse. Si l'or continue de grimper pendant que les rendements obligataires baissent, certaines banques centrales pourraient ralentir leurs propres achats d'or, de peur de fausser encore davantage les signaux de marché. Des données montrent déjà que la Chine et la Turquie sont devenues vendeuses nettes en octobre, pour défendre leurs propres devises nationales. Alors cet objectif symbolique de 10 000 $ l'once, aussi plausible soit-il en théorie, dépend avant tout de la poursuite de cette panique ambiante. Or, les marchés ne maintiennent que rarement une seule émotion très longtemps. Mais la politique, elle, ne les apaise pas non plus. La Maison-Blanche présente la stratégie de Besant comme une simple affirmation de souveraineté économique. À l'intérieur même de la Réserve fédérale, certains responsables parlent plutôt d'un feu croisé monétaire. Chaque menace tarifaire fait grimper les prix à l'importation et alimente l'inflation, forçant la Fed à repousser ses baisses de taux. Et chaque report renforce mécaniquement le dollar, ce qui rend les exportations américaines encore moins compétitives. Une boucle sans issue apparente. Le point d'aboutissement logique de ce mécanisme porte un nom que personne n'avait plus utilisé sérieusement depuis les années 80, la stagflation. Et pourtant, ce mot réapparaît désormais, noir sur blanc, dans les colonnes éditoriales des plus grands journaux financiers. À Pékin, les médias d'État présentent la coalition de Besant comme une résurgence de la pensée bloc contre bloc de la guerre froide. Certains commentateurs affirment que les droits de douane ne peuvent pas, à eux seuls, reconstruire une puissance industrielle. Et sur ce point précis, difficile de leur donner tort. La production manufacturière américaine a reculé de 0,4% en septembre. Même certains soutiens de Trump reconnaissent, en privé, que le découplage des chaînes d'approvisionnement prend du temps, un temps que l'économie américaine actuelle n'a peut-être pas. Puis vient le véritable choc, celui qui change vraiment la lecture de toute cette histoire. Un rapport officiel révèle que les avoirs étrangers en bons du Trésor américain sont tombés à 6 400 milliards de dollars, leur niveau le plus bas depuis une décennie entière. La part détenue par la Chine, elle, chute à 730 milliards de dollars, son plus bas niveau depuis 2009. Ces chiffres suggèrent quelque chose de troublant. Le reste du monde réduit discrètement son exposition à la dette américaine, pendant que les discours officiels continuent, eux, de vanter la coopération internationale. Ce décalage entre les mots et les actes pourrait s'avérer à terme bien plus dangereux que n'importe quelle liste de sanctions tarifaires. L'or franchit alors la barre symbolique des 4 500 $. Sur les parquets, certains commencent déjà à murmurer le prochain seuil psychologique, 5 000 $. Jamie Dimon, lors d'une conférence avec des investisseurs,
lâche une phrase qui va se propager comme une traînée de poudre. La valeur rationnelle de l'or augmente à mesure que la confiance s'effondre. Simple, précis et profondément inquiétant. Cette phrase devient virale précisément parce qu'aucune banque centrale au monde ne peut vraiment la réfuter. En novembre, les discussions autour de la coalition internationale s'enlisent complètement. Le Canada réclame d'abord des consultations supplémentaires. L'Union européenne exige des preuves concrètes que la Chine réexporterait du pétrole russe en violation des sanctions existantes. L'Australie offre un soutien diplomatique poli, mais aucun engagement tarifaire concret. En résumé, tout le monde s'accorde sur le principe général. Personne n'agit réellement dans les faits. C'est exactement le schéma qui définit désormais les alliances modernes. Unité dans les discours, divergence totale dans l'exécution. Et c'est ainsi que Besant se retrouve, une fois de plus, derrière son pupitre. Les mêmes micros, mais une énergie complètement différente cette fois. Il déclare, presque sur un ton d'apaisement, « Nous ne voulons pas endommager leur économie. Nous croyons qu'ils ne veulent pas non plus endommager la nôtre. » La phrase sonne presque comme une supplique. Les journalistes remarquent immédiatement ce changement de ton. Les marchés, eux, le remarquent encore plus vite. L'or grimpe de 2% supplémentaires dans l'heure qui suit cette déclaration. Parce que lorsqu'un secrétaire au Trésor commence à paraître incertain, les investisseurs, eux, n'attendent pas que la certitude revienne. Ils achètent de la protection, immédiatement, sans hésiter. Écrivez en commentaire où, selon vous, tout cela va mener. Et abonnez-vous, parce qu'à partir d'ici, tout ne fait que devenir plus sérieux. Reste une question qui plane, une question que personne à Washington ne semble vraiment vouloir poser à voix haute. Si les États-Unis peuvent menacer d'imposer des droits de douane de 500%, et ce n'est malgré tout aussi hésitant, aussi fragile, que cela révèle-t-il vraiment sur la confiance accordée au système financier lui-même? Et si le monde ne croit plus vraiment que la politique économique traditionnelle puisse encore stabiliser les marchés, alors qu'est-ce qui viendra remplacer cette confiance perdue? De nouvelles coalitions fragiles? De nouvelles monnaies encore incertaines? Ou simplement le poids froid, immuable, de l'or? Ce métal que les civilisations utilisent depuis des millénaires précisément parce qu'il ne dépend d'aucune promesse, d'aucun gouvernement, d'aucune signature au bas d'un traité. Peut-être que la véritable bataille ne se joue pas entre Washington et Pékin. Peut-être qu'elle se joue, silencieusement, entre la confiance et le doute. Et pour l'instant, à en juger par les chiffres qui continuent de grimper chaque heure, le doute semble prendre une longueur d'avance considérable.